École municipale de Puebla, Mexique, mars 2004. Le soleil du matin entrait par les fenêtres poussiéreuses de la classe quand la professeure Carmen ouvrit le livre d'histoire au chapitre sur les civilisations anciennes. C'était un mardi ordinaire comme tant d'autres. 23 enfants assis à leur pupitre, certains prêtant attention, d'autres dessinant dans leurs cahiers. Mais à 9h47 du matin, tout a changé. La professeure Carmen commençait à expliquer les rituels aztèques du Templo Mayor. Elle parlait de sacrifices, de comment les prêtres offraient des vies aux dieux pour maintenir l'équilibre de l'univers. Les enfants écoutaient avec ce mélange de curiosité et d'horreur que seuls les petits peuvent exprimer. C'est alors que Miguel, seulement 4 ans, leva la main. Petit pour son âge, cheveux sombres, grands yeux pénétrants. La professeure lui fit signe de parler. « Professeur, c'est faux !» Carmen sourit, imaginant que l'enfant poserait une question innocente, mais ce qui suivit glaça son sang. « J'étais là quand ils m'ont tué. Le couteau n'était pas en or, il était en pierre noire, et ça faisait beaucoup plus mal que vous ne le dites. » Le silence s'empara de la classe. 22 enfants arrêtèrent de dessiner. La professeure sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Miguel continua avec la naturalité terrifiante de quelqu'un racontant son petit déjeuner. Ils m'ont tenu les bras et les jambes. Le cœur fait du bruit quand il sort de la poitrine, comme un oiseau mouillé battant des ailes. Carmen appela la coordination. Ils convoquèrent les parents. Ce qui avait commencé comme un cours d'histoire se transforma en l'enquête la plus troublante jamais documentée sur la réincarnation. Ceci est l'histoire de Miguel Hernandez, une histoire qui va défier tout ce que vous croyez sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. Vous êtes au point d'entendre des récits qui ont fait que des archéologues ont remis en question leur carrière, des preuves qui ont obligé des sceptiques à admettre l'impossible et des découvertes qui ont prouvé que certaines mémoires peuvent traverser des siècles. Préparez-vous, car ce n'est pas juste l'histoire d'un enfant avec des mémoires étranges, c'est l'histoire de comment le passé peut revenir pour nous enseigner des vérités que nous préférerions ne pas savoir. Les Hernandez étaient une famille complètement normale. Carlos Hernandez, 38 ans, travaillait comme mécanicien dans un atelier du centre de Puebla. Ses mains étaient toujours tachées d'huile de moteur, mais son cœur était pur et honnête. Maria, 35 ans, s'occupait de la maison et de leurs 2 enfants avec un dévouement qui faisait l'envie des voisins. Anna, 8 ans, était une fille brillante, toujours première de la classe. Et Miguel, le petit de 4 ans, était un enfant complètement normal jusqu'à ce mars de 2004. Il vivait dans une maison simple dans la colonie San Manuel, à 20 minutes de l'école. 3 chambres, un petit patio où Maria cultivait des tomates et des herbes aromatiques, et un chien nommé Pancho qui dormait sous le porche. Une vie tranquille, sans surprise, sans mystère. Le genre de vie que beaucoup rêvent d'avoir. Jusqu'à ce que Miguel commence à parler. Ce n'était pas le langage normal d'un enfant de 4 ans. Miguel utilisait des mots que ses parents n'avaient jamais entendus. Des mots qui sonnaient comme une langue ancestrale, gutturale, pleine de consonnes impossibles pour une gorge enfantine. Quand Carlos lui demandait ce qu'il signifiait, Miguel répondait avec une naturalité terrifiante. « C'est comme nous parlions au grand temple, papa. » Maria pensa que c'était une phase. Les enfants ont de l'imagination, ils inventent des langues, créent des mondes fantastiques. Mais les mots de Miguel ne sonnaient pas inventés, ils sonnaient anciens, comme s'ils venaient d'un endroit très profond dans le temps. Les cauchemars commencèrent 3 jours après l'incident à l'école. Miguel se réveillait à 3 heures du matin, trempé de sueur, criant dans cette langue étrange. Quand Maria le consolait, il pleurait et répétait toujours la même phrase. « Maman, j'ai mal au cœur là où ils m'ont coupé. » Maria nota quelque chose de plus troublant. Miguel ne se réveillait pas confus comme les enfants après un cauchemar. Il se réveillait lucide, conscient, comme s'il avait vraiment été dans un autre endroit et qu'il était revenu contre sa volonté. Carlos décida d'enregistrer une de ces nuits. L'enregistrement de 47 secondes allait tout changer. Dans l'audio, on entend clairement la voix de Miguel, mais les mots ne sont pas d'espagnol. C'est du nahuatl pur. Un nahuatl qui, selon ce qu'ils confirmeront plus tard, ne se parlait plus depuis le XVIe siècle. Mais ce n'était que le début de l'impossible. L'enregistrement arriva entre les mains du docteur Eduardo Matos Moctezuma, l'archéologue le plus respecté du Mexique en matière de culture aztèque. Quand il écouta les 47 secondes d'audio, sa réaction fut immédiate. Il voulait rencontrer Miguel.
Cet enfant parle du nahuatl classique de la période post-classique tardive, dit-il à Carlos au téléphone. C'est impossible qu'il l'ait appris quelque part. Ce dialecte est mort depuis 500 ans. Le 15 avril 2004, la famille Hernandez voyagea à Mexico. Destination, le Musée national d'anthropologie. C'était un voyage de 2h30 en bus. Miguel resta silencieux presque tout le trajet, le visage pressé contre la vitre, regardant les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl au loin. Maria avait emballé des sandwichs et des jus, mais Miguel n'avait rien touché. Quand elle lui demanda s'il se sentait bien, l'enfant répondit simplement « Je me souviens de ce chemin, maman. Mais avant, il n'y avait pas de route, juste des arbres et des temples. » Carlos et Maria échangèrent un regard inquiet. Quand ils arrivèrent au musée, le docteur Matos les attendait à l'entrée. C'était un homme de 67 ans, cheveux blancs, lunettes épaisses et une présence qui imposait le respect. Il avait dédié toute sa vie à l'étude de la culture aztèque. « Bonjour Miguel, dit-il en s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. Je suis Eduardo. Tu veux voir de belles choses anciennes ?» Miguel le regarda fixement pendant plusieurs secondes, puis il dit quelque chose qui fit pâlir l'archéologue. « Je te connais, tu es revenu aussi. » Le docteur Matos avait préparé un test. Il emmènerait Miguel à travers les salles aztèques sans rien lui expliquer. Il observerait simplement ses réactions. Ce qui se passa ce jour-là changea la vie de tous les présents. Miguel entra au musée tenant la main de sa mère. C'était la première fois qu'il visitait la capitale, la première fois qu'il voyait de vrais objets préhispaniques. Mais quand ils arrivèrent à la salle Mexica, le comportement de l'enfant changea complètement. Il lâcha la main de Maria et marcha directement vers une vitrine spécifique. Là, derrière la vitre, il y avait un couteau cérémoniel en obsidienne. Miguel s'arrêta devant l'objet et commença à trembler. « C'est celui-là qui m'a coupé la poitrine », dit-il à voix basse, mais suffisamment fort pour que le docteur Matos l'entende. L'archéologue sentit sa peau se hérisser. Ce couteau avait été trouvé en 1978 durant les excavations du Templo Mayor, spécifiquement dans l'offrande 48 associée au sacrifice d'enfants. L'information n'était sur aucun panneau du musée, c'était des connaissances académiques spécialisées. Mais Miguel n'avait pas terminé. Il se dirigea vers une autre vitrine et pointa un cœur de jade sculpté. « Ici, il gardait les cœurs des princes, dit-il. » Puis il marcha vers un autel de pierre et ajouta « J'étais allongé ici. Il y avait beaucoup de fleurs et l'odeur de copal. » Le docteur Matos était en choc absolu. Miguel venait de décrire avec précision des détails que seule une personne présente lors des rituels du Templo Mayor pourrait connaître. Mais la révélation la plus stupéfiante était encore à venir. Le docteur Matos ne pouvait pas dormir après ce qu'il avait vu au musée. Durant 3 jours, il révisa tous ses livres, consulta des collègues, chercha une explication rationnelle pour ce qu'il avait vu. Il ne la trouva pas. Le 4e jour, il prit une décision qui changerait sa carrière pour toujours. Il emmènerait Miguel au cœur de l'ancienne Tenochtitlan, à l'endroit où se dressait autrefois le Templo Mayor. « Je veux voir ce qui se passe quand l'enfant sera à l'endroit exact où il dit être mort », expliqua-t-il à Carlos. « Si vraiment il a des mémoires de vie passée, c'est là qu'elles se manifesteront avec le plus d'intensité. » Le 22 avril 2004, un samedi au ciel clairé, la famille Hernandez voyagea à Mexico, accompagnée de l'archéologue. Cette fois, le docteur Matos conduisait sa propre voiture, une vieille Volkswagen blanche qui avait parcouru plus de kilomètres que la plupart des archéologues dans leur carrière. Miguel avait été étrangement silencieux durant tout le trajet de 2 heures depuis Puebla. Il regardait par la fenêtre de la voiture avec une expression qui n'était pas normale pour un enfant de 4 ans. C'était l'expression de quelqu'un qui rentre chez lui après très longtemps, un mélange de joie, de tristesse et de quelque chose de plus profond qu'aucun mot ne pourrait décrire. Anna, sa sœur, essayait de le faire jouer avec elle, mais Miguel ne répondait pas. Il était complètement absorbé dans ses pensées, ou dans ses mémoires. Quand ils arrivèrent au centre historique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Mexico était une ville immense, chaotique, avec des millions d'habitants et des milliers de rues. Mais Miguel, qui n'avait jamais été dans la capitale, commença à guider le chemin comme s'il avait vécu là depuis toute sa vie. Le docteur Matos avait prévu d'utiliser son GPS pour arriver aux ruines, mais Miguel, depuis le siège arrière, commença à donner des instructions. « Tourne à gauche ici », dit-il avec une assurance déconcertante. Carlos obéit, plus par curiosité que par conviction. « Maintenant, à droite, près de l'église. » Effectivement, il y avait une église coloniale au coin.
Sans GPS, sans carte, sans aide d'aucune sorte, l'enfant dirigea le groupe à travers les rues coloniales comme s'il y avait marché toute sa vie. « Par ici !» disait-il avec assurance, pointant des ruelles étroites. « Le temple est proche, je peux sentir les pierres. » Maria prenait des photos de chaque moment sans comprendre complètement ce qu'elle documentait. Carlos marchait en silence, partagé entre l'émerveillement et l'inquiétude pour son fils. Quand finalement ils arrivèrent aux ruines du Templo Mayor, Miguel s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes, il s'agenouilla sur le sol et commença à pleurer. Mais ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. « Je suis à la maison », murmura-t-il en espagnol. Puis, en nahuatl, il ajouta quelque chose que le docteur Matos traduisit après. « Je suis revenu pour accomplir la promesse. » Miguel embrassa la terre avec une révérence qui glaçait le sang. Un enfant de 4 ans se comportant comme un guerrier revenant d'un exil de plusieurs siècles. Le docteur Matos savait qu'il était témoin de quelque chose qui défiait tout ce qu'il croyait sur la mort, la mémoire et la nature de l'âme humaine. Et ce n'était que le premier jour. Le dimanche s'éveilla nuageux à Mexico. Le docteur Matos avait obtenu des permis spéciaux de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire pour que Miguel explore les ruines avec plus de liberté. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que l'enfant lui apprendrait des choses qui n'étaient dans aucun livre d'archéologie. Miguel marcha directement vers une section du Templo Mayor fermée au public, une zone où les excavations avaient été suspendues en 1987 par manque de budget. Il s'arrêta devant un mur de pierre apparemment solide et dit quelque chose qui glaça l'archéologue. Ici est l'entrée secrète, derrière cette pierre avec le serpent sculpté. Le docteur Matos examina le mur. Effectivement, il y avait un serpent à peine visible, érodé par des siècles de pluie et de vent. Mais il n'y avait aucun registre d'une entrée à cet endroit. Les plans officiels montraient seulement de la roche solide. « Miguel, comment sais-tu qu'il y a quelque chose derrière ?» demanda l'archéologue en essayant de maintenir son calme scientifique. « Parce que c'est par là que nous entrions quand je venais voir le prêtre Tlakalel avant la cérémonie. Il m'expliquait pourquoi je devais mourir. » Le docteur Matos sentit le monde vaciller. Tlakalel avait été un vrai prêtre du Templo Mayor. Mais ce nom n'apparaissait pas dans les livres scolaires, c'étaient des connaissances académiques spécialisées enterrées dans des chroniques coloniales que seuls les experts consultaient. Le lendemain, un lundi gris, l'équipe d'excavation arriva. Utilisant un radar de pénétration terrestre, ils confirmèrent l'impossible. Il y avait effectivement une cavité derrière le mur à exactement 2,3 mètres de profondeur. La première pelletée enleva des siècles de terre compactée, la deuxième révéla le bord d'une pierre sculptée, la troisième le début d'un couloir qui ne devrait pas exister. À 16h47, après 6 heures de travail méticuleux, l'équipe ouvrit un tunnel que n'avait pas foulé d'un être humain depuis plus de 500 ans. Miguel se pencha vers le tunnel obscur et sourit pour la première fois depuis qu'ils arrivèrent à Mexico. « Maintenant, vous pouvez voir ma bibliothèque secrète », dit-il, et il commença à descendre les marches de pierre comme s'il était né pour marcher dans cette obscurité. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Le tunnel descendait en spirale pendant 12 mètres sous terre. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes que le docteur Matos n'avait jamais vus en ses 30 ans de carrière. Mais Miguel marchait dans cette obscurité comme s'il avait une carte mentale parfaite du lieu. « Attention à la marche cassée !» disait-il en pointant des pierres détachées qui effectivement étaient fracturées. « Ici, nous gardions les codex sacrés. Là est la salle où je dormais quand j'avais peur de mon père. » L'équipe d'archéologues le suivit avec des lampes et des caméras, documentant chaque pas. Mais à 23h30, quand ils décidèrent de camper à l'intérieur du tunnel, quelque chose d'inexplicable commença à se passer. Miguel s'endormit sur une couverte, mais il ne cessa pas de parler. Pendant 2 heures et 7 minutes, il maintenut des conversations complètes en nahuatl classique. Le docteur Matos enregistra tout avec son équipement digital professionnel. Mais le plus troublant n'était pas qu'il parlait en nahuatl, c'était qu'il semblait converser avec quelqu'un d'autre. Dans les enregistrements, on entend clairement la voix enfantine de Miguel posant des questions et faisant des pauses, comme s'il recevait des réponses. Mais les réponses ne s'entendaient pas,
ou du moins c'est ce qu'ils pensèrent jusqu'à réviser l'audio avec un logiciel spécialisé. À 2h15 du matin, Miguel dit en nahuatl « Pourquoi devait-il être moi, Tlacalel? J'étais très petit. » Il y eut une pause de 8 secondes, puis l'enfant répondit « Je comprends, les dieux avaient besoin d'un cœur pur. » Le technicien du son augmenta le volume au maximum et appliqua des filtres de fréquence. Ce qu'il trouva laissa l'équipe sans voix. Dans les 8 secondes de silence, il y avait une deuxième voix. Une voix adulte, masculine, parlant en nahuatl. Une voix qui disait exactement « Ton cœur était le plus précieux, petit prince. C'est pour ça que les dieux t'ont choisi. » L'enregistrement avait 47 minutes de conversation impossible entre un enfant du XXIe siècle et des voix du XVIe siècle. Des conversations qui révélaient des détails intimes sur les rituels, les croyances et la vie quotidienne à Tenochtitlan qui n'étaient enregistrés dans aucun document historique. Mais ce que Miguel allait révéler le lendemain matin ferait que tout ce qui précédait ne semblerait que le prologue d'une histoire beaucoup plus profonde. Mardi, 6h30 du matin. Miguel se réveilla avec une clarté mentale qui effraya tous les présents. Il ne semblait plus un enfant de 4 ans confus par des mémoires étranges. Il semblait quelqu'un avec une mission claire et urgente. Il se dirigea directement vers le docteur Matos et lui remit un dessin qu'il avait fait durant la nuit. C'était une carte détaillée de tunnels souterrains avec des mesures précises et des symboles aztèques. Au centre du dessin, il avait marqué un X avec le mot « trésor » écrit en nahuatl. « Ici est mon vrai secret », dit Miguel en pointant le X. 12 mètres vers le nord depuis la pierre du jaguar, 4 mètres vers le bas. C'est là que j'ai gardé le plus important avant de mourir. Le docteur Matos étudia le dessin. Les tunnels coïncidaient parfaitement avec la structure qu'ils avaient explorée le jour précédent. Mais la chambre marquée d'un X était dans une zone qui n'avait jamais été excavée. Selon tous les registres officiels, il ne devrait y avoir que de la roche solide. « Miguel, qu'as-tu gardé là ?» demanda l'archéologue. « Le codex de mon père, la carte de toutes les chambres secrètes et la preuve de qui je suis vraiment. » L'équipe d'excavation travailla durant 3 jours en utilisant les coordonnées exactes de Miguel. 12 mètres nord, 4 mètres de profondeur. Ils commencèrent à creuser dans une zone qui n'avait jamais été explorée en plus d'1 siècle d'archéologie officielle. C'était un travail minutieux, presque chirurgical. Chaque pelletée de terre était tamisée, photographiée, cataloguée. L'archéologie moderne n'est pas comme dans les films, c'est lent, méthodique, respectueux. Le premier jour, ils trouvèrent des fragments de céramique, des tessons qui montraient des motifs géométriques typiques de la période post-classique. Le deuxième, des restes de textiles préservés, des fibres de coton teintes avec des colorants naturels qui avaient miraculeusement survécu à 5 siècles d'humidité. Mais le troisième jour, à exactement 4,2 mètres de profondeur, seulement 20 cm de plus que ce que Miguel avait prédit, la pelle d'un des travailleurs heurta quelque chose de solide. Le son métallique résonna dans le silence de l'excavation. Tous se figèrent. Le docteur Matos descendit immédiatement dans le trou. Avec ses gants gantés, il commença à enlever la terre avec une délicatesse qu'on n'utilisait que pour les découvertes les plus précieuses. C'était une dalle de pierre parfaitement taillée, scellée avec un mélange de chaux qui avait préservé tout à l'intérieur durant 5 siècles. Les bords étaient gravés avec des symboles que le docteur Matos reconnut immédiatement. C'était le sceau impérial de la maison royale de Tenochtitlan. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « c'est une tombe royale. » Miguel, qui observait depuis le bord du trou, secoua la tête. « Ce n'est pas une tombe, docteur Tlacalel, c'est une bibliothèque, ma bibliothèque. » Il fallut 2 heures supplémentaires pour ouvrir la dalle sans endommager son contenu. Quand ils l'ouvrirent, le contenu laissa toute l'équipe en choc absolu. À l'intérieur, il y avait un codex intact, des pages de papier amat avec des hiéroglyphes qui narraient l'histoire d'un prince enfant sacrifié en l'honneur d'Huitzilopochtli, un prince nommé Itzamna, qui, selon le texte, avait promis de revenir pour protéger les secrets de son peuple.
Le codex incluait un autoportrait du prince. Le visage était identique au celui de Miguel. Mais ce n'était pas la partie la plus stupéfiante de la découverte. À l'intérieur du codex, il y avait des pages qui narraient les derniers jours du prince Itzamna. Des textes qui décrivaient l'amitié d'un jeune prêtre nommé Tlacaelel qui avait été choisi pour réaliser le sacrifice. Les pages relataient des conversations intimes entre l'enfant prince et son futur exécuteur. Des conversations pleines d'affection, de respect et d'une tristesse profonde. Le docteur Matos traduisit l'un des passages les plus émouvants. « Tlacaelel pleure avec moi chaque nuit. Il me dit que les dieux pourraient choisir un autre, mais je lui explique que mon père, l'empereur, a déjà décidé. Mon cœur doit nourrir le soleil pour qu'il ne meure pas. C'est mon honneur et mon destin. » Tandis qu'il lisait ces lignes, l'archéologue commençait à sentir une étrange sensation dans la poitrine, une oppression qu'il ne pouvait expliquer. Miguel, qui jouait avec des pierres à quelques mètres, s'approcha et le regarda directement dans les yeux. « Tu es Tlacaelel », dit-il, avec une sérénité qui glaçait le sang. Le docteur Eduardo Tlacaelel Matos Moctezuma sentit le monde s'arrêter. Son nom complet était Eduardo Tlacaelel Moctezuma Moctezuma. Tlacaelel était son deuxième nom, donné en l'honneur de son arrière-grand-père qui, selon la tradition familiale, avait été descendant de nobles préhistoriques. C'était une information qui n'apparaissait dans aucun document public. Miguel n'avait aucun moyen de le savoir. « Petit prince », murmura l'archéologue, sans pouvoir contrôler les larmes qui commencèrent à couler de ses yeux. Miguel s'approcha et serra l'homme de 67 ans dans ses bras, comme si c'était la réunion de deux âmes qui avaient attendu 500 ans pour se retrouver. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Tlacaelel. C'est pour ça que je suis revenu, pour te dire que tu as accompli ton devoir et que les dieux étaient satisfaits de moi. » Cette grâce dura 3 minutes 42 secondes. Elle fut enregistrée par les caméras de l'équipe. Dans la vidéo, on peut voir comme un enfant de 4 ans console un archéologue de 67 ans comme si c'était l'adulte de la relation. Mais le codex gardait une révélation encore plus extraordinaire sur pourquoi Miguel était revenu. Les dernières pages du codex contenaient ce que les archéologues considérèrent comme la découverte la plus importante de l'histoire mésoaméricaine moderne. C'était une prophétie écrite par le prince Itzamna lui-même, jour avant son sacrifice. Une prophétie qui expliquait son retour et révélait l'emplacement de trésors qui pourraient réécrire l'histoire aztèque. Le texte, traduit par le docteur Matos d'une voix tremblante, disait « Quand les temples seront poussière et que la grande cité sera enterrée sous des pierres étrangères, mon esprit reviendra dans le corps d'un enfant, il connaîtra les mots sacrés et guidera les nouveaux prêtres vers les chambres que seul je connais. Il protégera la connaissance que les envahisseurs ne doivent pas trouver. » Miguel écoutait la traduction en hochant la tête, comme quelqu'un qui reconnaît des mots qu'il avait lui-même écrits des siècles auparavant. « Il y a 7 chambres de plus, » dit l'enfant avec une assurance déconcertante. « Dans chacune, j'ai gardé différents secrets. Des cartes de tout l'Empire, des codex sur la médecine, des textes sur l'astronomie que vous ne comprenez pas encore. » Durant les 5 jours suivants, Miguel guida l'équipe vers des emplacements spécifiques. Les résultats furent extraordinaires. Chambre 2, située à 18 mètres à l'est, contenait des codex médicaux avec des traitements pour des maladies que la médecine moderne commençait à peine à comprendre. Chambre 3, à 25 mètres au sud, cachait des cartes stellaires avec une précision astronomique qui rivalisait avec les observatoires modernes. Chambre 4, sous l'autel principal, gardait des textes sur l'agriculture hydroponique qui expliquaient comment les Aztèques alimentaient une ville de 200 000 habitants au milieu d'un lac. Chaque découverte confirmait non seulement l'authenticité des mémoires de Miguel, mais révélait des connaissances perdues qui pourraient révolutionner de multiples champs scientifiques. Mais l'enfant avait gardé la chambre la plus importante pour la fin, celle qui expliquerait non seulement qui il avait été, mais pourquoi il avait choisi de revenir précisément à ce moment de l'histoire. « Demain, je vous montrerai où j'ai gardé le plus grand secret, » dit Miguel la nuit du 5e jour. « Le secret qui changera comment vous voyez la mort. » Cette nuit-là, pour la première fois en semaine, Miguel dormit sans cauchemar.
Mercredi 27 avril 2004. 6e jour d'excavation. Miguel se réveilla à l'aube et marcha directement vers une section du Templo Mayor qui semblait complètement intacte. Il s'arrêta devant une pierre qui avait un jaguar à peine visible gravé et dit les mots qui changeraient l'archéologie mexicaine pour toujours. Ici est la chambre des miroirs éternels, où mon père m'a enseigné le plus grand secret de notre peuple. L'excavation de cette dernière chambre prit seulement 4 heures. À la différence des précédentes, celle-ci était scellée avec une perfection qui avait préservé tout en conditions impeccables. Quand ils ouvrirent l'entrée, l'air qui sortait avait un arôme de copal frais, comme s'il avait été brûlé hier. À l'intérieur, ils trouvèrent l'impossible. Des miroirs d'obsidienne polie disposés en cercle autour d'une stèle centrale. La stèle contenait le texte le plus extraordinaire jamais trouvé dans une excavation mésoaméricaine. C'était un traité complet sur la nature de l'âme, la réincarnation et les cycles de vie et de mort. Selon le texte traduit mot à mot par le docteur Matos, les Aztèques ne croyaient pas seulement à la réincarnation, mais ils avaient des méthodes spécifiques pour que les âmes choisissent de revenir avec des mémoires intactes. Le prince Itzamna avait été le premier sujet de cette expérience spirituelle. Mon âme a promis de revenir quand les connaissances sacrées seraient en danger d'être perdues pour toujours, lut l'archéologue. Je reviendrai dans le corps d'un enfant pour enseigner aux nouveaux gardiens ce qui ne doit pas mourir. Miguel écouta la traduction et sourit avec une paix qu'il n'avait pas montrée en semaines. « J'ai déjà accompli ma promesse, dit-il. Maintenant, le docteur Tlacaelel peut protéger les secrets. Je peux être un enfant à nouveau. » Depuis ce jour, Miguel redevint comme n'importe quel enfant de 4 ans. Les mémoires aztèques s'estompèrent graduellement, remplacées par des jeux, des dessins et des préoccupations enfantines normales. Mais il laissa derrière lui un héritage extraordinaire. 7 chambres remplies de connaissances qui réécrivent l'histoire de Mésoamérique. Le docteur Matos, maintenant directeur du projet Codex Itzamna, a dédié les 20 dernières années à étudier les textes trouvés. Ses recherches ont révolutionné des domaines aussi divers que la médecine à base d'herbes, l'astronomie ancienne et l'agriculture durable. Et Miguel Hernandez, maintenant un jeune homme de 24 ans, vit une vie normale à Puebla. Il travaille comme ingénieur et a une famille. Mais chaque année, le 22 avril, il revient au Templo Mayor pour une visite privée. Il dit qu'il sent le besoin de vérifier que tout est bien protégé. Combien d'enfants comme Miguel existent parmi nous ? Combien de mémoires ancestrales attendent le moment juste pour s'éveiller? Et combien de secrets perdus pourraient changer notre compréhension de l'humanité? La prochaine fois que vous entendez un enfant raconter des histoires impossibles, peut-être que vous devriez prêter plus d'attention. Car comme nous l'avons appris avec Miguel, certaines mémoires sont trop précises pour être juste de l'imagination.